Il est l'ancien Premier ministre de la République du Mali, Soumeylou Boubèye Maïga, est notre invité ce matin, Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, en 2017 exactement, vous commencez par là, vous avez été nommé Premier ministre. Vous étiez le 5e depuis 2013 et depuis 2013, le président Ibrahim Boubacar Keïta est président de la République du Mali. Donc, vous êtes le 5e Premier ministre de IBK. Première question. Est-ce que vous étiez prêt? Pas spécialement. Mais vous savez bien que pour nous qui avons toujours eu, parce que moi j'appartiens à une génération qui a toujours été engagée politiquement, et nous nous sommes toujours tenus à la disposition de nos pays. Et puis c'est dans la pratique qu'on apprend, qu'on se conforte, qu'on se consolide. L'important, c'est toujours d'avoir comme souci permanent d'être en cohérence, en harmonie avec les attentes les plus profondes de nos concitoyens. D'accord, on sait que vous avez été ministre, mais est-ce que vous étiez préparé à être Premier ministre et à assumer une si grande responsabilité? Pas plus que je n'avais été préparé à être directeur général de la sécurité d'État pendant 7 ans. D'accord. Je suis journaliste de formation. J'étais un des acteurs, un des principaux acteurs de la révolution de 91. Et puis en 93, en janvier 1993, le président Konaré m'a demandé de diriger la sécurité d'État. C'était la première fois qu'un civil était à la tête de ce service-là. Sous le régime de Modibo Keïta, il y avait eu un civil qui a dirigé la police, mais ce n'était pas une structure comme la sécurité d'État. Donc j'ai dirigé cette structure pendant 7 ans. Effectivement. Voilà, quand j'ai été appelé comme Premier ministre, j'avais quand même une expérience administrative, j'avais une certaine connaissance des problèmes du pays et des rouages de l'État, parce que j'avais été chef de cabinet du président de la République, puis j'ai été ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, et puis au moment où je devenais Premier ministre, j'étais dans les fonctions de secrétaire général de la présidence. Donc on peut dire ou pas, est-ce que vous mesurez l'enjeu lors de la passation de service? J'étais quand même, en tant que secrétaire général, j'étais quand même au cœur de l'action de l'État. Il y avait beaucoup de défis. J'étais très impliqué dans l'action gouvernementale, bien sûr. Effectivement, donc il y avait beaucoup de défis. Vous saviez saviez par où vous devriez commencer? Bon, les principaux défis à l'époque, c'était bien sûr d'amener plus de sécurité et de stabilité dans le pays, d'organiser les élections présidentielles à bonne date, parce qu'il ne fallait pas du tout sortir du calendrier constitutionnel, et puis de travailler à apporter des solutions aux préoccupations les plus importantes des concitoyens. C'est ça, et je pense que sur les 3 volets, globalement, nous avons pu relever les défis. Alors, je vous pose toutes ces questions parce que on a lu que de tous les premiers ministres du président IBK, vous semblez être le plus impopulaire. C'est contre vous, on a fait une motion à l'Assemblée, contre lui, il y a eu beaucoup plus de morts, d'insécurité et tout ça. Comment cela est-il arrivé, Monsieur le Premier ministre? On a besoin de savoir, est-ce que effectivement vous étiez préparé? Si, j'étais très bien Alors, préparé. comment tout cela est arrivé? Le problème qu'il y a, c'est que quand vous gouvernez, forcément, vous touchez à des intérêts, vous touchez à des positions. Mais ça ne veut pas dire que j'étais impopulaire. Et puis tout le monde a bien vu que les circonstances dans lesquelles la motion à laquelle vous faites allusion a été montée, avec le recul et tout ça, tout le monde voit bien que ça obéissait peut-être plus à des intérêts particuliers qu'aux intérêts. Pas que la motion, il y avait la rue aussi. Non, il n'y a pas eu la rue. On parle d'Imam Dicko qui aurait réussi à vous faire démettre de vos fonctions. Est-ce que c'est la bonne formule? Ma philosophie, c'est que la démocratie, par définition, favorise l'expression des conflits. Mais en même temps, il nous donne les clés pour les résoudre normalement, pacifiquement. Et il n'y a pas de démocratie sans confrontation. Moi, je n'ai jamais eu peur de la confrontation politique.
tant qu'elle n'est pas violente. Vous savez, nous avons eu par exemple une grève des magistrats qui avait duré 100 et quelques jours, 109 jours je crois. À l'époque j'avais dit que c'était un droit constitutionnel. Et que ne pas vouloir de la grève ne pouvait pas m'amener en tant que Premier ministre à prendre des engagements que l'État ne pouvait pas tenir. D'accord. Et ça, souvent, c'est un langage qui ne passe pas bien. Les gens, beaucoup aiment bien qu'on dise « ouais, je suis prêt à faire ceci, à faire cela ». Parce que la paix sociale ne s'achète pas nécessairement avec des promesses fumeuses. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et moi, j'avais toujours dit que si mon ambition en tant qu'homme politique, oui, ou en tant que Premier ministre, c'est de plaire à tout le monde, dans ces cas, je vais faire du cinéma, du théâtre, ou autre chose. Justement. Voilà. Mais même là, on n'est pas sûr de faire l'unanimité. Oui, effectivement, c'est difficile de faire l'unanimité. Voilà. Ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que ce n'était pas l'expérience qui vous manquait. Oui. Vous connaissez bien l'administration parce que vous y étiez depuis longtemps. On peut dire en quelque sorte, vous étiez préparé à être PM. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelle était votre différence avec les autres pour avoir tout le monde contre soi? Non, je n'ai pas eu tout le monde contre moi. À peu près, on peut dire, monsieur le Premier ministre, on avait la rue contre vous, les amis, collègues politiques contre vous. Bon, mais vous savez, souvent... c'est peut-être la première fois que la majorité et l'opposition se mettent ensemble. Mais voilà, mais justement, c'est pour ça que j'ai dit que, à l'évidence, ce n'est pas une démarche qui obéissait... Alors, qu'est-ce qui n'a pas réellement fonctionné? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez touché? Non, peut-être qu'avec le recul, je me dis, bon, peut-être qu'il y a des points sur lesquels j'aurais pu être plus souple, peut-être, mais sans renoncer au principe. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Quel point vous avez touché, monsieur le Premier ministre? On a contrarié beaucoup d'intérêts particuliers. Lesquels? On a contrarié, non, bon, je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais vous savez, nous sommes dans des pays où beaucoup de gens veulent transférer des compétences de l'État, des prérogatives de l'État dans des circuits privés. D'accord. Et ça, quand vous contrariez ça, vous pouvez avoir toutes sortes de manifestations, de contrariétés contre vous. Vous avez... quand vous voulez redresser le pays, engager un certain nombre de politiques, vous pouvez avoir contre vous beaucoup de gens. Je vous prends un exemple. Moi, à un moment donné, en 2019, non, en 2018, après ma reconduction, j'avais décidé, par exemple, de réduire de manière très significative le train de vie de l'État. OK. Mais nous avons rencontré... Ce qui ne plaît pas tout le temps. Nous avons rencontré beaucoup de résistance dans les administrations, dans la société, parce qu'il y avait toute une chaîne de personnes vivant de ces activités-là, qui n'étaient pas toujours des activités très transparentes, oui, et qui vivaient de ces rentes-là, et qui forcément... Est-ce qu'on peut dire que vous avez voulu lutter contre la corruption? C'est la bataille que vous avez voulu mener contre la corruption qui vous a valu cela? Il y a un ensemble de considérations. Il y a beaucoup de secteurs de la population qui ont pu se sentir contrariés et qui, à un moment donné, ont fait une collusion, ont fait une coalition. D'accord. Mais comme j'avais dit à l'époque, ça ne m'impressionnait pas pour autant, quoi. Parce que j'avais dit... Pas plus qu'aujourd'hui? Pas plus qu'aujourd'hui, franchement. D'accord. Parce qu'à l'époque, vous savez, il y avait eu... Vous savez, nous sommes en démocratie. Oui. Et à l'époque, nous avons des personnes qui avaient voté et appelé à voter contre nous. Oui. Et qui, après les élections, ont continué de se manifester, de prendre la rue. J'avais dit, bon, nous sommes en démocratie, il n'y a pas de problème. Et que, dans tous les cas, s'ils étaient aussi forts, aussi puissants dans l'opinion, nous n'aurions jamais gagné les élections. D'accord. Donc l'important pour nous, c'était de continuer de travailler en âme et conscience, en fonction de ce que nous pensons être l'intérêt. Vous avez été incompris? Probablement, mais vous savez, nous sommes dans des enjeux de pouvoir, et dans les enjeux de pouvoir, vous avez souvent des coalitions. Donc c'était de la mauvaise foi de la part de vos détracteurs. Non, moi, vous savez, je ne porte pas de jugement de valeur. Je pense que nous sommes dans des enjeux de pouvoir, oui, et dans les enjeux de pouvoir, vous avez souvent des coalitions totalement improbables. Comme vous l'avez vous-même souligné, les opposants, c'était la première fois qu'on voyait normalement une majorité, ceux qui sont censés être la majorité gouvernementale, faire bloc, enfin faire coalition avec l'opposition
pour faire une motion de censure. Dans l'histoire, c'était arrivé seulement en 1929 au Pérou. Ils ont fait ça parce qu'ils vous reprochaient, Monsieur le Premier ministre. Vous allez nous aider à comprendre. On a pensé que vous préparez la succession d'Ibeka en 2023 parce que vous voulez le remplacer. Et donc la stratégie, c'était d'affaiblir RPM, son parti, au profit de votre parti. Parce que vous n'êtes pas membre du parti de Ibeka. Et d'ailleurs, beaucoup n'étaient pas contents qu'il vous ait choisi comme PM. Oui, vous savez, il y en a qui ne sont jamais contents. Et votre parti de 5 députés est arrivé à 20 députés, dit-on. Et à l'époque, ils avaient quand même raison. Ils avaient raison de s'inquiéter pour leur parti. Non, ça c'était un mauvais procès, vous savez. Mais est-ce que vous avez voulu remplacer les ralliements que nous avions eus sont intervenus au moment de la préparation des élections législatives. Et à cette occasion, quand il y a eu les investitures dans différents partis, des députés qui étaient en fonction et qui n'ont pas eu l'investiture de leur parti ont rejoint nos sections dans leurs localités respectives. C'est comme ça qu'ils nous ont rejoints. Et entre-temps, les élections ont été reportées et donc ils sont restés dans nos rangs. Donc vous n'avez aucune volonté de déstabiliser le RPM? Pas du tout, non, il n'y avait pas de quoi. Parce que si ces députés-là avaient rejoint plutôt les rangs de l'opposition à l'époque, mais je pense que ça aurait été plus déstabilisateur pour nous que d'avoir rejoint notre parti. L'argument, vous vouliez remplacer Ibeka, préparer donc la succession d'Ibeka en 2023. Est-il vrai ou c'est pas vrai? Mais ça, c'est pas illégitime. Non, c'est absolument pas illégitime. Ibeka a son dernier mandat. Bien évidemment. Donc, en démocratie, ça va de soi que il y aura une alternance. Mais les acteurs du RPM ne permettront pas que vous utilisez Ibeka pour le remplacer alors que vous n'êtes pas du parti. Vous les comprenez? Oui, mais ça, vous savez, c'est secondaire pour moi. C'est secondaire, la recherche du pouvoir, Monsieur le Premier ministre? Non, pas la recherche du pouvoir. Je veux dire que c'est une fausse querelle parce que souvent, justement, dans nos pays, les gens n'admettent pas certaines choses. Nous sommes en démocratie où il y a des élections. Et puis, il y en a qui sont offusqués que des gens cherchent le pouvoir. Franchement, moi, c'est totalement incompréhensible pour moi. D'accord. Alors que précisément, la démocratie, c'est quand même le droit de chacun. Oui, peut-être parce qu'ils n'ont pas compris le principe que quand tu es Premier ministre d'un président, tu ne dois pas préparer sa succession toi-même. Non, mais on ne prépare pas sa succession, mais dans tous les cas, il est à son dernier mandat. D'accord. Donc, il faut bien qu'on se prépare. D'accord. Il faut bien que quelque part tout le monde se prépare, d'ailleurs. Avec un recul, est-ce que il y a quelque chose que vous auriez aimé changer, en regret de votre passage à la primature? Oh là là, j'aurais dû ne pas faire comme ça, comme si j'aurais dû ne pas hériter celui-ci. Oui, mais ça suppose que j'aurais fait de la fonction de Premier ministre une sorte de finalité, alors que pour moi c'était un moyen d'être au service de mon pays. Maintenant, j'ai toujours dit, le Premier ministre il est en mission. Sa mission peut durer une semaine, ça peut durer quelques mois, ça peut durer quelques années, mais je ne m'inscrivais pas dans l'éternité, quoi. Donc pas de regret. Si c'était à refaire, j'ai pas de regret fondamental. Si c'était à refaire, vous n'aurez rien changé. Je n'ai pas de regret. Peut-être que j'ai plutôt manqué de vigilance par rapport à certains acteurs. Et puis bon, mais ça, c'est les leçons de la vie, quoi. Ça, je préfère garder ça pour moi. Alors peut-être une question sur le point avant de continuer. Pensez-vous que le président, en vous obligeant à remettre votre démission, parce qu'on vous a obligé, vous l'acceptez? Bon, ça, je préfère garder ça pour mes mémoires. Ah bon, Monsieur le Premier ministre? Je vais garder ça pour mes mémoires. On vous a obligé à démissionner? Quand je vais écrire mes mémoires, je pourrai revenir sur les circonstances. Mais en ce moment-là, en tout cas, vous n'aurez pas aimé démissionner en ce moment-là? Non, pourquoi pas. Moi, j'avais considéré que je ne pouvais pas être un facteur de crispation dans le pays. Le président, il vous a-t-il demandé de démissionner? J'en parlerai dans mes mémoires. Non, parce qu'en fait, je vous pose cette question pour savoir est-ce qu'il lui-même n'avait plus confiance en vous ou il a reçu une pression pour effectivement... Le président a toujours exprimé et a continué d'exprimer sa confiance à ma personne, à ma modeste personne. Non, il n'y avait pas... C'était pas un problème de personne. C'était pas lié à mes relations avec le président. Non. Mais bon... Vous savez, mais ça, c'est des choses de la vie, ça, c'est pas Premier ministre Boubèye Maïga. Alors, je reviens encore, vous connaissez bien le Mali, vous connaissez les secrets du Mali, je vais dire de l'État malien, je vais dire ça comme ça. J'ai envie de savoir, depuis
Parce que vous étiez là avant la présidence d'Ibeka. Vous avez travaillé depuis l'avènement de la démocratie, si on peut dire ça comme ça, pour l'État malien. Vous êtes au service du Mali. La situation dans laquelle se trouve aujourd'hui le pays, à votre avis, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la démocratie malienne pour qu'on en arrive là? Non, mais vous savez, je considère toujours que nous sommes souvent dans nos pays, quoi. Nous sommes beaucoup dans l'émotion, quoi. Les problèmes que nous avons ne sont pas des problèmes inédits dans la construction d'un processus démocratique. Parce que nos démocraties ont quel âge? 30 ans maximum. En tout cas, le système pluraliste, c'est 30 ans. D'accord. Les générations qui ont 30 ans aujourd'hui n'ont rien connu de la lutte démocratique, par exemple. Tout ce qu'elles savent de leur pays, c'est la liberté d'expression, d'organisation, de dire ce qu'on veut. Donc, nous n'avons pas encore pu constituer un socle de valeurs communes. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons 200, 300 partis dans nos pays. Parce que on ne peut pas dire que tous ces partis sont chacun porteurs d'un projet de société spécifique pour le pays. Oui. Oui. Voilà, donc, et souvent, nous sommes dans des processus de fragmentation parce que les gens veulent d'abord s'identifier par rapport au pouvoir, par rapport au pays, ainsi de suite. Donc, je ne suis pas particulièrement ému par les convictions que nous avons. Maintenant, c'est comment nous faisons pour les résoudre. C'est là le problème. Là, ce que nous avons actuellement comme situation a été catalysé. Justement, parce que j'avais envie de comprendre comment on est arrivé là. Pour nous qui observons le Mali depuis l'extérieur, si on fait un bon diagnostic, c'est que il y a une régression de la démocratie malienne, si on peut dire ça comme ça. Non, pas du tout. L'État malien devient de plus en plus faible, si on peut dire ça comme ça, par une sorte d'instabilité, si c'est la bonne. Il ne faut pas confondre l'État et le processus démocratique. Il y a une société qui se démocratise. Il y a une vitalité de nos sociétés. C'est pour ça qu'il y a toute cette expression-là, foisonnante, désordonnée, quelquefois violente. Maintenant, justement, si les institutions étatiques étaient assez fortes et reposaient sur un socle de valeurs partagées au sein de la population, peut-être que nous aurions pu nous en sortir de manière plus ordonnée, plus réglementée. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas, mais c'est valable au Mali, c'est valable dans beaucoup de pays. Donc la situation actuelle a connu une forme d'explosion à partir des élections législatives où il y a eu un arrêt qui a été extrêmement contesté. Oui. Mais d'autres thèmes qui sont mis en avant dans les revendications des contestataires sont récurrents depuis un moment. Parce que quand vous regardez bien le processus que nous avons connu, nous avons eu une première phase de notre démocratie de 1991-12 jusqu'à 2002 où il y avait une structuration du paysage politique assez claire, quoi. On avait d'un côté ce qu'on appelait les partis issus du mouvement démocratique, de l'autre côté des formations qu'on avait même qualifiées à un moment des formations de la restauration, quoi, de l'ordre ancien. Après, même déjà au milieu des années 90, pendant le premier mandat déjà du président Konaré, on a eu quand même des blocs qui se sont consultés pour stabiliser la démocratie, parce qu'on s'était rendu compte que on avait à la fois d'un côté ce qu'on considérait comme étant des restaurateurs, mais de l'autre côté, des gens qui étaient totalement des radicaux, quoi. Et donc ça s'est structuré comme ça. Et puis après, à partir de 2002 surtout, il y a eu une dilution des frontières, si je peux dire. Il n'y avait plus de frontières politiques. Parce qu'à l'occasion de l'élection de ATT, il y a eu une sorte de consensus qui a gommé les frontières pratiquement entre les partis. C'est peut-être propre aussi à notre société, quoi. Peut-être. D'aucuns accusent la dévolution du pouvoir entre ATT et Konaré. La façon dont ça s'est opéré. C'est la société malienne qui est ainsi faite que
il n'y a pas beaucoup de frontières. Il y en a qui ont pensé que le président Konaré à l'époque a fait exprès de négocier la passation du pouvoir à ATT. Ça a frustré les cadres de la démarche qui a fait que... Ça, c'est des spéculations. Moi, j'étais très très proche du président Konaré. Il n'a pas négocié. Je peux dire que cette version-là n'est pas du tout fondée. D'accord. Cette version n'est pas du tout fondée. Et donc, c'est pour dire que dès lors que souvent nos formations politiques ne sont plus porteuses de projets spécifiques, mais vous avez cette situation où vous avez 200 partis et où l'ambition légitime, comme dans toute démocratie des uns et des autres, c'est d'être dans le pouvoir. Dans le pouvoir, effectivement. Sans considération souvent de ce que vous partagez comme valeur, comme conviction pour le pays, comme ambition pour le pays. Alors bon, c'est un peu cette situation-là qui fait que peut-être nos processus démocratiques ont même du mal à se consolider. D'accord. À se consolider. Contrairement aux démocraties anciennes. Donc c'est un peu cela. Donc il y a eu, pour revenir à la situation actuelle, il y a eu les élections législatives, à l'issue desquelles les populations, dans beaucoup de circonscriptions, ont considéré que leur vote a été confisqué par la Cour constitutionnelle. D'accord. Et contrairement à ce qui s'était passé avant, dans les précédentes élections, ce ne sont pas les états-majors des partis qui se sont mobilisés, c'est d'abord les populations elles-mêmes qui se sont mobilisées pour revendiquer que leur vote leur soit restitué. À votre avis, qu'est-ce qui a provoqué cela? Bon, qu'est-ce que vous voulez, la Cour a rendu? Parce qu'on accuse la gestion du président Ibeka, de celui dont vous avez été le Premier ministre. Le président n'est pas président de la Cour constitutionnelle. Oui, mais donc, vraiment, on est dans un état présidentiel, il est le premier responsable. Oh oui, mais il n'est pas le président de la Cour constitutionnelle. Donc, manifestement, en tout cas, les organes chargés de la régulation des élections ont eu une attitude extrêmement contestable. D'accord, même de votre point de vue. Ah oui, mais bien sûr, parce que nous, notre parti, par exemple, dans la circonscription de Sikasso, où il y avait 7 députés, nous avions une liste là-bas, nous avions 11 000 voix d'avance qui ont été annulées sous des motifs qui n'ont jamais pu être précisés. Okay. Dans le cercle de Kati, il y a dans un centre de vote, on nous a supprimé 7 000 et quelques voix. Et donc... mais pour quelle fin? C'est la question que l'on se pose. Parce que la Cour constitutionnelle ne travaille pas, je veux dire, la présidente ne travaille pas pour elle-même. Oui, mais ça, c'est à lui que c'est aux gens de la Cour qu'il faut poser la question. Oui, vous êtes président de parti politique. Moi, mon rôle en tant que président de parti politique a été de saisir la Cour sur ce que nous considérions comme un jugement, un arrêt inéquitable. Oui. Et la Cour a donné une réponse qui ne nous a pas satisfait. Et à l'époque, nous avions dit que la manière dont le contentieux électoral, même pas le contentieux, mais la manière dont ces jugements-là ont été rendus, pouvait amener beaucoup de défiance. De défiance, okay. Au-delà de frustration, de défiance des populations envers le processus électoral. Okay. Et même constituer une menace pour l'état de droit dans la mesure où une institution comme la Cour constitutionnelle est une pièce maîtresse dans un état de droit. Et dès lors que les populations n'ont plus confiance dans cette institution, oui, ni dans le processus électoral, on courait le risque de ce qui arrive là. Encore, je repose ma question, ça veut dire quoi? Non, attendez que je termine. Allez-y. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les populations qui se considèrent frustrées, oui, tant qu'elles ne sont pas rétablies dans ce qu'elles considèrent être leurs droits. Oui. Mais la prochaine fois, personne ne pourra les faire voter. Mais qu'est-ce qui a provoqué cette situation? Mais ça, c'est vraiment la grande question pour moi. Que je vous pose. Mais non, mais je me pose la même question. Parce qu'en plus, il n'y avait aucun enjeu de déstabilisation pour l'État. C'est-à-dire, pour nous, c'est un arrêt incompréhensible. C'était peut-être dans l'optique de donner la majorité au pouvoir, peut-être? Franchement, je ne peux pas répondre à cette question. D'accord, vous pouvez tenter au moins. Non, je ne peux pas répondre à cette question. Vous n'allez pas tenter. Alors, que pensez-vous du mouvement du 5 juin, le M5 RFP?
Moi, Si vous on savez, pose la question brutalement comme ça. je ne porte jamais de jugement sur les acteurs politiques parce que je considère que nous sommes en démocratie. Chacun a le droit de s'exprimer. Mais aujourd'hui, les arguments qu'ils développent, Là, ils ont des revendications. Oui. Ils demandent le départ du président. Nous, le 6 juin, je crois le 6 juin, après leur manifestation du 5 juin, le 6 ou le 7 juin, nous avons fait un communiqué pour dire 4 choses. Premièrement, que beaucoup de revendications qui étaient formulées étaient légitimes et justes. D'accord. Deuxièmement, que nous sommes contre la demande de démission du président de la République. C'est qui est la revendication principale. Bon. Troisièmement, que nous demandons au président de la République d'user de ses prérogatives constitutionnelles en tant que garant de l'unité nationale pour apporter les réponses adéquates aux problèmes qui sont posés. D'accord. Et que quatrièmement, nous invitons tous à s'inscrire dans une démarche de dialogue pour arriver à une solution pacifique des problèmes. D'accord. Pour aller rapidement terminer et sur ce point, nous n'avons pas varié. Nous avons considéré que le cœur du problème, c'est la question électorale qui a fait exploser des revendications, d'autres types de revendications qui étaient déjà là depuis fort longtemps. Donc c'est la question électorale qu'il faut résoudre. Tant qu'elle n'est pas tranchée, de manière satisfaisante, les gens vont continuer de se manifester. Ça, pourquoi êtes-vous contre la démission du président, enfin la demande de démission du président de la République? Parce que d'abord, le président de la République a été élu démocratiquement, ça c'est un. Deuxièmement, dans notre architecture institutionnelle, il y a un minimum incompressible dans la fonction présidentielle. On ne peut pas demander à un président... Le minimum incompressible dans la fonction présidentielle, c'est qu'il est le garant de l'unité nationale, il est le garant de la politique extérieure, de la politique de défense, de la politique militaire, c'est-à-dire de tout ce qui normalement constitue les piliers de la nation et de l'État. C'est pour ça que moi j'insiste toujours sur le fait que le président, il est normalement et constitutionnellement le garant de l'unité nationale. Et donc c'est lui qui doit initier les solutions de nature à préserver cette unité. Monsieur Maïga, est-ce que le président Ibeka est faible? Non, je vais le dire ça comme ça. Je dis de façon. Non, ce n'est pas injure. Je suis en train de le dire parce que c'est le constat. On a l'impression qu'il n'est pas assez ferme au bout de vos mots. Ah non, c'est pas... Non, faites usage de vos pouvoirs, faites usage de vos pouvoirs. Je l'ai écouté. Dans votre conversation, c'est comme s'il n'en faisait pas usage. Non, nous l'encourageons à en faire davantage usage. Mais vous savez, un président de la République, moi, je n'ai pas tous les éléments qu'il a. Vous ne voulez pas me dire tous les éléments. Ah non, à un moment donné, il fait de l'arbitrage. C'est lui qui sait à chaque moment quelle est la meilleure décision. Si vous étiez à sa place, vous aurez fait comment? Parce que vous avez été proche de sa place. Il se trouve que je suis pas à sa place. Mais si vous étiez là, vous êtes président. Mais moi, je considère honnêtement toujours que le cœur du problème que nous avons, de la crise, entre guillemets, que nous avons actuellement, c'est quand même la question électorale. Et tant que cette question-là n'est pas résolue, l'abcès va toujours rester. Et pour le moment, les solutions préconisées pour le moment demandent à être clarifiées, précisées, à être acceptées aussi. La CEDEAO, justement, pour parler de solutions, a en gros demandé un partage de pouvoir. C'est qu'a refusé le mouvement protestataire, c'est qu'a refusé le M5. Quelle est votre position là-dessus? C'est-à-dire que le partage de pouvoir ne peut pas être une finalité. C'est un moyen pour résoudre... Ça devrait être un moyen pour résoudre des problèmes. D'accord. Voilà. Donc la médiation n'est pas finie? Non, de toute façon, la CEDEAO a fait des recommandations dont le suivi doit être fait par les uns et les autres, mais en premier lieu par le président de la République et le pouvoir. Sauf que les autres ne l'ont pas accepté. Oui, mais ça, c'est une position de départ. La crise va continuer. Bon, mais la situation... Mais jusqu'à ce que nous puissions résoudre convenablement la situation. C'est-à-dire qu'il faut quand même arriver à un point où chacun trouve un peu de ses attentes. Quoi. Sinon, c'est ça le problème. C'est-à-dire que là, souvent j'entends
des commentaires assez sévères concernant la CEDEAO et tout ça. Mais la CEDEAO ne peut pas se substituer aux Maliens, ni d'ailleurs dans d'autres pays. Ouais. C'est-à-dire que si la CEDEAO a dû venir, c'est que la CEDEAO considère que la stabilité dans la sous-région est indivisible, quoi. Donc il ne peut pas y avoir de la stabilité dans un pays qui ne touche pas d'autres pays, surtout pour un pays comme le Mali qui a 7 frontières. D'accord. Deuxièmement, la CEDEAO ne peut faire que des synthèses. Mais tant que les acteurs nationaux n'ont pas un état d'esprit pour se faire des concessions mutuelles et des concessions intelligentes, ben, on ne pourrait pas s'en sortir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun doit renoncer à une part de ses préoccupations, mais pour qu'il y ait une rencontre entre les uns et les autres. Sinon, on ne pourrait pas trouver une situation d'équilibre pour l'intérêt du pays. Et comme tous les acteurs prétendent qu'ils ont à cœur la préservation du Mali, ainsi de suite, et tout ça, je pense que nous devons continuer de travailler pour que précisément les gens fassent preuve d'un certain niveau de dépassement, oui, mais pour préserver le pays, parce qu'à l'évidence, nous sommes dans une situation... Une dernière question, c'est l'autre solution qui voudrait qu'on nomme un Premier ministre avec plein pouvoir, pour réduire effectivement le pouvoir du président Ibeka. Pensez-vous que c'est une solution? Vous savez, tout ça là, c'est des formules qui en elles-mêmes ne veulent rien dire, quoi, je veux vous dire. Parce que constitutionnellement, le Premier ministre a beaucoup de pouvoir. D'accord. Tout dépend du contexte dans lequel ces pouvoirs s'exercent. Vous savez, historiquement même ici, nous avons eu un Premier ministre de plein pouvoir. Ça n'a pas été une expérience forcément heureuse, quoi. On a vu comment ça s'est terminé, parce que le contexte historique ne s'y prêtait pas. Je crois que fondamentalement, si le pouvoir repose sur une feuille de route consensuelle, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de réussite au bout, quoi. C'est pour ça que moi j'ai toujours prôné que le président de la République doit devenir l'acteur principal de l'accord politique et proposer à l'ensemble des acteurs politiques et sociaux qui ne sont pas seulement dans le M5 mais qui a toute la société malienne, proposer un accord politique à l'ensemble. Lui-même avait récemment évoqué une alliance politique de rassemblement national ou quelque chose comme ça, avec des réformes sur lesquelles il y a un consensus national, comme cela s'est dégagé au cours du dialogue national, pour que ces réformes-là soient la feuille de route de l'exécutif qui se met en place, du gouvernement qui se met en place. Mais si on met un gouvernement en place sans une feuille de route consensuelle, on peut même donner l'impression que on est dans un partage de gâteaux, quoi, c'est ça. D'accord. Alors je reviens sur la question pour reposer autrement. Aujourd'hui, en gros, si vous étiez président du Mali, vous aurez fait quoi? La première chose que vous auriez à faire? Moi, je pense que, en plus des efforts que la CEDEAO a fait, oui, le président devrait lui-même s'asseoir avec le M5, et plus tard avec d'autres acteurs. Et Mme Diko, par exemple? Non, mais tous les acteurs. Parce que on pense que c'est lui qui est le plus influent du M5. Enfin, il est... On dit même que c'est lui qui a obtenu votre démission. Non, ça c'est pas exact. Ce n'est pas exact. Non, je pense qu'il faut que, après la CEDEAO, que le président de la République s'asseye avec les acteurs concernés, oui, pour examiner point par point les différentes revendications, les différentes recommandations et voir leur mise en œuvre, comment nous pouvons les mettre en œuvre et est-ce qu'il y a des points supplémentaires à y ajouter à partir de notre propre regard. Oui. Parce que vous savez, la démocratie, moi j'ai toujours dit qu'elle est certes un système de confrontation, mais elle est aussi un système de considération réciproque, de respect mutuel. Donc si les acteurs n'ont pas tous un certain esprit de raison, oui, et un certain esprit donc
de concessions, Oui. je pense que nous ne pourrions pas avancer. D'accord. Je vous signale que c'est la fin de cette émission, Monsieur le Premier ministre. Oui. Je m'en vais m'arrêter à ce niveau, sauf que vous avez encore 30 secondes peut-être pour regarder la caméra derrière moi. Un sujet qui vous tient à cœur, qu'on n'a pas suffisamment développé ou qu'on n'a pas du tout évoqué. Ah oui, oui, mais on n'a pas évoqué... le cas de la Guinée. Oui, le cas de la Guinée. Votre Je voulais lien avec dire la que Guinée, moi par j'ai exemple. un lien avec la Guinée, comme beaucoup de gens de ma génération. C'est-à-dire que la Guinée a structuré Oui. en grande partie l'engagement politique de la génération à laquelle j'appartiens. Je disais tout à l'heure que qu'en novembre 70, il y a eu l'agression du 22 novembre. Nous, on venait d'arriver au lycée un mois plus tôt, avec d'autres camarades. Nous sommes allés nous inscrire à l'ambassade de Guinée pour aller combattre. Aller combattre pour la Guinée. Et après, le parti dans lequel j'étais pendant la lutte démocratique, c'est le Parti malien du travail, et puis au moment de l'avènement de la démocratie, nous avons été dirigés par Abderrahmane Baba Touré, Oui. qui est notre premier agrégé de physique et qui, en 1958, avait rejoint avec d'autres Africains la Guinée pour aller enseigner en Guinée jusqu'en 1961, quand il y a eu le fameux complot des enseignants, enfin quelque chose comme ça. Oui, et puis après, dans les années 70, bien sûr, nous avons continué de suivre la situation en Guinée avec le président Sékou Touré et tout ça. Et puis Alpha Condé est un de nos grands doyens dans la lutte des Africains pour plus d'indépendance, plus d'émancipation. D'ailleurs, on l'appelait affectueusement entre nous le gouverneur général, presque au bénéfice de l'âge. À ce niveau, je vais vous poser une question. Quel regard portez-vous sur le pouvoir d'Alpha Condé après 10 ans, Monsieur le Premier ministre? Je suis avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la Guinée, et quelquefois beaucoup de préoccupations aussi. D'accord. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que la générosité d'un projet politique, d'un engagement politique, n'est pas suffisante en elle-même pour en garantir la réussite. Celle-ci dépend de beaucoup d'autres facteurs. Et je pense qu'à l'évidence, il y a eu des progrès. Mais la situation actuelle... La situation actuelle est préoccupante pour nous. D'accord. Comme pour le les gouverneur. Guinéens. Le gouverneur, si vous devriez lui parler aujourd'hui, vous lui direz quoi? Au gouverneur Alpha Condé. Non, ce que je peux dire au gouverneur, comme à beaucoup d'autres, du point de vue de mon expérience, à la lumière de l'expérience que moi aussi j'ai acquise. Oui. Nous devons, en tant que leader, faire beaucoup d'efforts et avoir beaucoup d'humilité pour être davantage à l'écoute de nos concitoyens et être en harmonie avec les attentes de nos concitoyens. Vous êtes un diplomate. Non, pas du tout. Parce qu'on ne comprend pas. Non, parce que vous savez, je pense que nous avons souvent un déficit d'écoute. D'accord. Parce que nous sommes dans des sociétés où nous ne sommes pas toujours conscients des évolutions qui ont eu lieu. C'est-à-dire que nous sommes de générations qui avaient eu une approche quasi militaire de la politique. Parce que nous pouvions perdre nos vies. Et donc, souvent, nous avons des pratiques autoritaires envers nos concitoyens. D'accord. Alors que nous devons avoir une pratique faite d'écoute. Le gouverneur de considération. Le président Alpha Condé en Guinée. De respect mutuel. D'accord. Quelles que soient nos différences. D'accord. Le président Alpha Condé, son pouvoir aujourd'hui, il y a beaucoup de manifestations contre lui pour l'empêcher de faire un troisième mandat. Vous le connaissez, vous connaissez le pays, vous connaissez la politique en général et surtout vous suivez la politique guinéenne. Vous lui direz quoi? Ah, si j'ai l'occasion, je lui dirai ce que je pense. Maintenant là, c'est une occasion. Non, pas du tout. Vous n'allez pas le dire? Mais ce que je vais dire, c'est que quelles que soient les ambitions que nous pensons porter pour nos pays, notre souci principal, c'est de voir si elles sont en adéquation avec la préservation de la cohésion du pays. D'accord. C'est ça que je peux dire. Donc vous le dites, à un moment donné, il faut savoir arrêter, c'est ça? Ça c'est votre interprétation. C'est la fin de cette émission, Monsieur le Premier ministre. Merci de nous l'avoir accordé. Merci beaucoup. C'était un honneur de vous avoir interrogé. Derrière les caméras, il y avait Amara Alexila et Alassane Diallo. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.